Ah, est-ce qu'on m'entend maintenant? Est-ce qu'on réussit à savoir si on m'entend maintenant? Alors, oui, Oui, oui. on vous entend. Donc, il faut que je reprenne alors ce que j'ai Vous dit. pouvez Bon, recommencer, ouais. on Il va y a eu un recommencer. problème de son. Bon, alors, je disais donc, alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, l'Office du tourisme du Portugal, ici moi-même présent, et puis les collègues qui sont en ligne, Rui Amaro, Anne-Sophie, Antonio, et puis aussi nos amis de Express Conseil, Colline et Yann, Yanis, donc sont avec nous et prendront la parole tout à l'heure. Je disais donc en introduction que aujourd'hui, nous voulons, dans ce deuxième épisode, puisque nous avons commencé par les Açores la semaine dernière et vous étiez nombreux à être avec nous, près de 70 personnes connectées, d'agents de voyage connectés, et bien aujourd'hui, nous voyageons au nord du Portugal, à Porto et à la région autour de Porto, puisque Porto, j'imagine que vous connaissez déjà bien la ville, que vous vendez déjà Porto en voyage court séjour, city break. Mais Porto et le nord, c'est aussi la vallée du Douro, c'est aussi le Minho tout au nord, et puis aussi la montagne, Trás-os-Montes, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire autour de Porto, à 1 heure et demie de route, 2 heures de route maximum. C'est donc de tout cela que je vais vous parler aujourd'hui. Et puis, on va se connecter en live avec nos amis dans le Douro, notamment Julien Dos Santos, qui va nous parler un petit peu de son activité, une activité dans le vignoble, parce qu'il est lui-même producteur. Il a donc sa propriété de vin de Porto et de vin du Douro. Mais il a aussi une activité de visite avec des croisières, avec des visites donc des chais, des propriétés viticoles de la vallée du Douro. Donc, c'est très intéressant et il va se connecter à nous en direct. Et puis aussi, le comte de Calheiros, qui est le président d'une association qui s'appelle Touriab, pour tourisme chez l'habitant. Et c'est un regroupement de demeures, de charme, de très belles demeures qui se trouvent un peu partout au Portugal, mais beaucoup aussi dans le nord. Et on va se connecter aussi en direct et voir un petit peu les belles propriétés qu'ils ont à nous proposer pour du voyage au plus près, on va dire, de l'authenticité et de l'histoire et de la culture portugaise avec ce tourisme rural de charme. Donc, avec moi, nous avons le reste de l'équipe, je l'ai dit tout à l'heure, et nous pourrons aussi poser des questions. Vous verrez sur votre droite, vous avez une partie chat pour commencer à écrire ou à rédiger des questions qui vous viennent à l'esprit au fur et à mesure. Et au final, nous aurons la possibilité donc d'y répondre. Vous pouvez soit nous interroger nous directement, soit les prestataires que vous allez rencontrer dans quelques instants. Voilà. Jean-Pierre, il semblerait que votre micro soit coupé. Alors voilà, donc j'en profite parce que j'avais le son qui était désactivé. Nous avons ici quelques images de Porto et de la région. On a vu quelques belles images de la vallée du Douro. Nous avons vu également la région du Minho avec Guimarães, Braga. Et puis, on voit ici aussi donc un petit peu un coucher de soleil sur le fleuve du Douro. Vous savez que Porto est constitué donc il y a la ville de Porto d'un côté et face à Porto, nous avons Vila Nova de Gaia où se trouvent les caves des vins de Porto. Et c'est vrai que l'ensemble de ces deux collines qui se font face font toute la beauté du lieu et de la ville donc de Porto. Porto, on va l'évoquer, Porto et la région. L'avantage pour les produits, enfin les séjours que vous pouvez proposer aux clients, c'est qu'on peut à la fois
combinée de la visite culturelle, puisqu'évidemment Porto et le nord est très riche, notamment du point de vue donc, historique, puisque le pays, le royaume du Portugal est né à Guimarães, au nord de Porto, d'ailleurs d'une dynastie de Bourgogne, puisque le premier roi du Portugal, Infante Henriques, a un lien direct avec la dynastie de Bourgogne. Donc l'histoire du Portugal est finalement très liée à l'histoire de la France. On parlait donc d'héritage culturel, mais c'est aussi un héritage naturel très important. La vallée du Douro, d'ailleurs, est classée au patrimoine naturel de l'UNESCO. Évidemment, les traditions, puisque c'est une région très forte, très fortement inspirée par l'architecture romane baroque. Et c'est vrai que l'on voit très bien ce contraste lorsque l'on voyage du nord au sud. En quelques kilomètres, on passe d'une architecture très différente à Porto, ensuite à la région centre, Lisbonne, ou dans le sud, où là on a une ambiance plus mauresque, puisque les Arabes, les musulmans, ont occupé le Portugal pendant 5 siècles. Le Porto, c'est aussi la mer. On n'y pense pas souvent, mais c'est aussi la mer, puisque nous sommes sur l'estuaire en fait du fleuve Douro, et donc vous avez forcément aussi l'Atlantique, le fleuve se déversant donc au niveau de Porto sur la mer et l'Atlantique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop les possibilités donc de liaison, évidemment, on peut y aller en voiture. Il y a pas mal de clients qui préfèrent partir en voiture en faisant un petit circuit, se baladant donc du nord au sud du Portugal. En avion, c'est très simple, puisqu'aujourd'hui, nous avons une reprise intéressante depuis la crise du Covid. Évidemment, nous avons une capacité moindre par rapport à il y a encore quelques mois, mais d'ores et déjà, nous avons récupéré près de 50% de la capacité aérienne sur le Portugal. Et aujourd'hui, Porto a presque une centaine de vols par semaine, pour être précis, 97 vols par semaine, depuis plusieurs aéroports, notamment Lyon, Nantes, Nice, Montpellier et Marseille, et bien entendu Paris. Donc, ça laisse pas mal de possibilités pour les agents de voyage un peu partout en France. Il y a toujours une solution à proposer à vos clients depuis ces différents aéroports. Vous voyez ici sur la droite un petit plan ici qui vous démontre donc un petit peu comment est divisée la région Porto et Nord du Portugal. Donc vous avez ici tout en bas la ville même de Porto. Ensuite vous avez un peu plus en haut la région du Minho, on en parlera tout à l'heure. Ici c'est Trás-os-Montes, qui veut dire littéralement derrière les montagnes, puisqu'en fait cette partie est très relief et très montagneuse. Et puis vous avez ici la vallée du Douro, où se trouvent tous les vignobles, et c'est là que nous allons tout à l'heure rejoindre Julien. Alors Porto, beaucoup connaissent le pont Eiffel. D'ailleurs, je recommande pour ceux qui ont la possibilité de revoir en replay le reportage sur les traces de Eiffel au Portugal, notamment à Porto. C'était très intéressant. C'est passé sur le journal de TF1 la semaine dernière. Donc, je vous invite à voir le replay. Et donc, nous avons ici cette vue la plus connue donc, de Porto. Elle est prise du côté de Gaia. Gaia qui est l'endroit où se trouvent toutes les caves de vin de Porto. Ce sont les toits que vous voyez ici, où sont donc effectivement toutes les caves où vieillissent les fûts, où vieillit le vin de Porto, puisque les vignobles sont un peu plus loin, à 1 heure de route, dans la vallée du Douro. C'est un paysage qui est vraiment très très intéressant. Beaucoup de Français qui visitent Porto pour la première fois tombent sous le charme de cette vue et de ces collines, puisqu'il y a 7 collines, d'ailleurs comme à Lisbonne, à Porto. C'est ce qui donne aussi le charme de cette ville, tout en étant à taille humaine, puisqu'on peut se promener à pied dans toute la ville sans aucun souci. Au niveau donc des activités, Porto, c'est aussi le fleuve, donc le Douro, je l'évoquais tout à l'heure. Donc, il y a des croisières sur les bateaux Rabelos. Ce sont ces bateaux typiques que l'on voit ici à droite, qui étaient utilisés à l'époque pour transporter les fûts de vin de Porto. Et aujourd'hui, sont utilisés pour des visites touristiques. Il semble que certaines personnes ne voient pas les images du PowerPoint. Est-ce que vous partagez bien votre PowerPoint? Oui, là, je suis bien en partage du… oui. Alors, je pense que la personne a dû être de son téléphone, c'est pour ça. Bon, alors, quelques personnes qui ont peut-être des soucis, alors j'espère que les autres le voient. Les autres me disent pas souci sur le PowerPoint, donc je pense que c'est la personne qui est sur son téléphone
seulement le son? Il y a ici donc les croisières. Donc les croisières, ce sont soit des petites croisières d'une trentaine de minutes, ce qu'on appelle les croisières des ponts, en fait, où on navigue sur le fleuve tout en restant dans Porto. Et nous avons évidemment des croisières beaucoup plus longues qui partent vers la vallée du Douro, où là, on peut faire des demi-journées de croisière, de manière très paisible. Donc, il y a toutes les formules possibles et il y a beaucoup d'entreprises de croisiéristes qui vous proposent ces différentes formules. Vous avez des petites activités intéressantes que peu de gens connaissent finalement. Vous voyez ici, il y a une petite ascension du pont de Porto, le pont moderne. Ils ont fabriqué des marches et on peut faire un petit peu de la balade, mini randonnée sur ce pont de manière très sécurisée, je vous rassure, avec une vue sur l'estuaire. C'est assez sympa et ça plaît beaucoup aux enfants. Le Porto, c'est donc les caves des vins de Porto. Alors, il y a toutes les marques que vous connaissez, Taylor's, Grams, Calem, etc. Et donc, en général, ça se fait par petits groupes. Là, il y a plusieurs langues possibles. Avec vos clients, évidemment, vous pouvez réserver des visites en français. Et ça se termine très souvent par des dégustations de vins de Porto. Et c'est très sympa. Puis, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai quelques-unes que j'aime bien, comme celle de Grams. Je trouve qu'elle a et Calem, ce sont deux caves que j'aime bien et qui ont des circuits très intéressants pour les visites. Il y a aussi un tramway à Porto, beaucoup moins connu qu'à Lisbonne, donc n'hésitez pas à en parler à vos clients. C'est un tramway qui en plus longe la ville jusqu'à la mer, donc il part du centre-ville et puis on peut aller jusqu'à la mer, donc en longeant par une balade de tramway, un tramway typique de l'époque. Il y a aussi une nouveauté que je voulais évoquer ici aujourd'hui avec vous. Vous connaissez peut-être déjà ceux qui ont déjà visité Porto ou proposé Porto aux clients. Il y a ce musée qui est le musée Serralves, qui est le musée d'art moderne. Ce musée a une particularité, c'est qu'il a un très très beau jardin. On visite donc le musée lui-même, mais il y a aussi un très beau jardin. Et depuis quelques mois, ils ont construit dans ce jardin une espèce de circuit pédestre qu'on appelle un tree-top walk, parce que finalement, on se balade à hauteur ça peut aller jusqu'à 15 mètres ou 18 mètres, je crois, au maximum. Et on se balade sur le haut donc, des arbres. Donc, c'est une activité assez intéressante à faire en famille et à proposer à vos clients qui vont à Porto en famille. Ça ne coûte pas très cher, parce que c'est 10 € l'entrée pour le parc, qui inclut évidemment cette balade dans cette nouvelle infrastructure. C'est donc le parc de Serralves, où se trouve le musée d'art moderne. Il y a une autre nouveauté qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, qui est le WOW Porto. Alors WOW en anglais pour The World of Wine. Donc c'est un espace dédié au vin. Évidemment, Porto étant la ville emblématique donc, du vin de Porto, bien entendu, et aussi des vins du Douro, qui sont des vins de table, rouge, rosé et blanc. Il n'y a pas que du vin liquoreux de Porto. Et cet espace est très intéressant puisqu'on y retrouve à la fois des restaurants, des musées. Il y a plusieurs musées thématiques dans cet espace-là. Un musée donc sur le vin, bien entendu, mais aussi sur le liège, puisque vous savez que le Portugal est le premier producteur de liège en Europe. Et donc, c'est un espace assez intéressant. Et en plus, avec une très belle vue sur Porto. On voit ici une très belle salle de restaurant avec cette vue magnifique sur la colline de Porto en face. Donc, à proposer à vos clients, c'est un nouvel espace, ça a ouvert il y a quelques mois. Voici d'autres photos. Ensuite, Porto, j'aime rappeler aux agents de voyage que Porto, donc c'est une ville qu'on visite essentiellement d'un point de vue, on va dire, culturel, détente, mais ça peut être aussi un lieu de détente en famille avec des activités liées aux plages, à la mer, puisque vous avez, en longeant le fleuve, en direction donc de l'estuaire, en direction donc de l'Atlantique, vous avez un petit lieu que j'aime bien en parler parce que pour l'instant, il n'est pas encore très connu des touristes. On voit essentiellement des Portugais qui se trouvent donc, enfin, qui vont là-bas dans ce petit coin de Porto, un petit peu à l'écart, qui s'appelle Afourada. Et à Afourada, on y trouve quoi? On y trouve en fait déjà la marina de Porto et les anciens villages de pêcheurs, puisque Afourada est un petit village qui appartient à Porto, qui est un village de pêcheurs et qui aujourd'hui
a été réhabilité avec des restaurants, beaucoup de poissons, et notamment des restaurants où on fait des grillades dans la rue. Donc, vous avez les restaurants qui ont leur grill et qui vous grillent le poisson en direct, donc poisson qui vient d'être pêché par les pêcheurs, donc c'est du poisson très frais. Alors, c'est assez agréable, et en plus, ce quartier d'Afourada est très typique avec des petites ruelles pavées, c'est quasiment piétonnier et beaucoup de charme, beaucoup de charme. Et en plus, l'avantage, c'est que ces restaurants sont tenus encore par les locaux, par les gens vraiment de ce petit village Afourada. Donc très typique, et je vous le conseille, c'est à vélo, ça se fait en 15 minutes depuis le centre de Porto. En voiture, c'est 5 minutes. Il y en a même qui le font à pied, un peu moins d'une trentaine de minutes, une belle petite balade le long du fleuve. Si l'on continue dans cette direction, on arrive eh bien à la mer. Et c'est là où c'est un peu plus étonnant pour les agents de voyage qui ne connaissent pas finalement très bien le côté plage de Porto, c'est que vous avez juste un petit peu au sud de la ville une très belle côte, très bien aménagée, avec des restaurants comme on voit ici, vous voyez, sur la plage, très bien équipés, avec des espaces pour faire des espaces pour les vélos, donc des pistes cyclables. Et toute cette infrastructure a été construite sur 12 ou 15 km, partant de Porto vers le sud sur le long de la côte. Et on y trouve donc, vous voyez, on a ici un exemple donc de plage, voilà, avec plein de cafés, de restaurants qui sont quasiment sur le sable. Donc ça, c'est quelque chose à proposer aussi à vos clients, puisque vous avez des hôtels, d'ailleurs, des hôtels qui sont maintenant implantés dans cette zone-là. Donc les clients peuvent rester, s'ils souhaitent, une nuit ou deux à Porto même, centre-ville, et puis prendre une nuit ou deux plus vers les plages au sud de Porto, celles que je vous montre ici. Alors, encore un petit exemple, vous voyez, donc d'espace très agréable, évidemment plutôt en été. Et ici, on voit un exemple d'infrastructures pour les personnes à mobilité réduite. Au Portugal, c'est un aspect vraiment pris en compte dans beaucoup de régions, l'accessibilité en fait, et faire en sorte que le Portugal soit une destination accessible à tous. Et nous avons ici un exemple pour les plages où il y a donc des fauteuils roulants adaptés avec des roues spéciales qui sont mises à disposition donc des personnes. Et on a ici une espèce de tapis qui facilite la circulation avec le fauteuil roulant pour aller jusqu'à l'eau, donc jusqu'à la mer. Si on descend un peu plus, donc on quitte maintenant la zone vraiment de Porto et on va un peu plus vers le sud de la région. Vous avez à peu près à 1 heure de route un endroit qui est très sympa à proposer aux clients qui aiment un petit peu la nature et la randonnée. Vous avez cet endroit qui s'appelle Aroque et ce sont des passerelles pédestres de à peu près 9 km qui traversent voilà, la montagne, les rivières, et ça fait une balade en famille assez intéressante. Alors, je vous rassure, ici on voit une partie avec un dénivelé assez important. On peut me dire, ça risque d'être fatigant pour les enfants, mais non, c'est par zone. Il y a des zones beaucoup plus, on va dire, grimpantes et des parties beaucoup plus plates. Donc, en fonction de la capacité physique de chacun, on peut choisir son itinéraire. C'est très sympa parce qu'on est en pleine nature. Alors, il y a aussi une particularité, c'est que toujours dans cette région de Aroque, il y a, depuis très peu de temps, puisque ça a été inauguré très très récemment, ça devait être inauguré un petit peu avant l'été, mais avec le Covid, tout ça a pris un petit peu de retard, c'est le pont pédestre suspendu le plus grand d'Europe. Il fait une longueur de 516 mètres, suspendu, et par endroits, sur la partie la plus profonde, ça peut atteindre 175 mètres de haut. Donc, les âmes sensibles savent tenir, mais ça peut être une activité assez intense, on va dire, et assez intéressante pour ceux qui n'ont pas peur des hauteurs. Alors, le Porto, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le vin emblématique de la région. L'endroit où il est récolté, c'est le Douro. Le Douro qui est
c'est une succession de paysages magnifiques. Ceux qui connaissent pourront en témoigner. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment des balades, je le disais tout à l'heure, avec les croisières sur le fleuve, mais aussi il y a un vieux train à vapeur historique qui fonctionne en haute saison, que vous pouvez proposer aux clients. Et c'est une expérience très intéressante pour aussi se balader dans la vallée du Douro. Et il y a de très belles routes qui longent le fleuve. Et c'est vraiment une balade intéressante en voiture au départ de Porto pendant 2-3 heures en se baladant tranquillement, prenant son temps et en découvrant vraiment la vallée à son rythme. Il y a beaucoup de propriétés viticoles qui se visitent. L'énotourisme est un segment sur lequel nous avons pas mal investi ces dernières années. Aujourd'hui, on peut visiter des propriétés viticoles de manière très structurée et organisée, avec des visites guidées en français notamment, avec des circuits balisés. Et il y a des itinéraires que les réceptifs ou les gens de la région, les hôteliers peuvent aussi vous aider parfois à monter ces circuits. Julien Dos Santos, avec qui on va parler tout à l'heure, pourra vous en toucher 2 mots. Donc voilà, il y a des belles, qu'on appelle nous les quintas, c'est-à-dire ces propriétés viticoles qui se visitent. C'est vraiment très intéressant. On peut évidemment faire des activités du type Jeep 4x4. Voilà, le train historique à votre gauche, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment très original comme activité à proposer, soit à vos clients individuels, soit aussi aux groupes, notamment aux incentives. Ça fonctionne bien pour tout ce qui est tourisme d'affaires et groupe incentive. Alors, le Minho, c'est un peu plus au nord. Donc là, sur votre droite, ici en bas, vous voyez, on était ici à Porto. La vallée du Douro, donc c'était ici un peu à droite. Et au nord de Porto, il y a le Minho, donc qui est cette autre région où se trouve notamment Guimarães, qui est une très belle ville avec un très beau château, un centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et vraiment qui mérite le détour, puisque en 3/4 d'heure, 1 heure maximum, vous arrivez à Guimarães au départ de Porto. Donc, n'hésitez pas, même pour vos clients City Break, qui restent ne serait-ce que 2 ou 3 nuits à Porto, de leur proposer, de leur suggérer cette petite balade à Guimarães, puisque on peut faire la visite dans la journée et puis rentrer le soir à l'hôtel à Porto si telle était l'envie des clients. Mais il y a aussi de très beaux hôtels à Guimarães, notamment des Pousadas du Portugal. Vous savez, ce sont ces demeures de charme dans des lieux classés au patrimoine, des lieux historiques. Et donc, ça peut être une expérience intéressante pour les clients qui sont amateurs de culture. Alors, on a aussi des activités plus sportives, comme le rafting, évidemment, les balades dans le parc national de Peneda Gerês, et puis le golf, pour les amateurs de golf. Si vous avez des clients, eh bien, le golf n'est pas que l'Algarve. Il y a aussi au nord du Portugal de très beaux parcours de golf. Alors, on passe à Trás-os-Montes, donc c'est l'autre région un peu plus au nord-est de Porto, avec des lieux comme Vida Palace qu'on voit ici à droite, qui sont vraiment très sympas. Il y a ces hôtels très nature qu'on voit à Pedras Salgadas, c'est un spa. Et là, on a une expérience vraiment intéressante puisqu'on loge dans ces chambres qui sont à hauteur au milieu des arbres. Et voilà, donc ça peut être aussi une activité on va dire, original à proposer à vos clients. Il y a des lieux emblématiques comme le palais de Mateus, très joli palais, et puis d'autres lieux, évidemment, dans la région à découvrir. Et j'ai ici mis une photo d'un petit village que j'aime beaucoup, qui s'appelle Amarante, qui se trouve donc dans cette zone donc, de la région nord, et avec un pont médiéval. Et on a quelques très bons restaurants, et notamment un restaurant étoilé Michelin donc dans ce petit village qui s'appelle Amalinte et qui est vraiment à 2 pas de Porto. Voilà, donc je crois qu'on va maintenant passer la parole à… Alors, je crois qu'on va commencer, on avait prévu de commencer par Touriab, le tourisme en espace rural, et Monsieur Comte de Kelech, mais je crois que Julien a des clients qui vont arriver bientôt pour une visite de son domaine. Donc, si on pouvait intervertir, on va commencer par Julien
et pouvoir te libérer, Julien, juste après. Julien, tu es avec nous? Alors, Julien, est-ce que tu nous entends? Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tout le monde, tout à fait. Bonjour. Alors, tu peux commencer, vas-y, c'est à toi. Alors, donc Julien Dos Santos, nous sommes nous avons plusieurs casquettes puisque nous sommes à la fois cavistes où on a 3 boutiques spécialisées dans les vins de Porto, donc la maison mère qui existe depuis plus de 20 ans à Porto, sous le nom Porto Loggia, la maison des Portos, une autre boutique à Lisbonne et nous avons aussi une antenne à Paris dans le 3e arrondissement rue Chapon. À côté de ça, nous avons aussi développé la partie tourisme, puisque nous emmenons maintenant nos clients directement au cœur de la vallée du Douro pour pouvoir finalement découvrir les vendanges, les vignerons, les producteurs indépendants, puisque nous sommes vraiment spécialisés dans les tout petits producteurs qui mettent en bouteille directement depuis le Douro, un petit peu en opposition à ce qui est présenté sur les caves de Villanova de Gaia. Et on essaie de présenter donc le côté authentique du Douro avec, comme vous pouvez voir, les moments des vendanges où les clients peuvent participer à l'activité, au foulage du raisin au pied, de pouvoir partager un moment avec les équipes de vendange. Nous proposons également aussi des balades en bateau, un bateau privé où on peut faire des dégustations, pouvoir découvrir le Douro supérieur finalement qu'on ne connaît moins, puisque généralement les tours s'arrêtent essentiellement autour de la ville de Pignan, mais nous avons sur le Douro supérieur un Douro beaucoup plus sauvage où l'on peut découvrir des pentes escarpées, mais aussi des peintures rupestres comme sur le musée de Coa. Donc l'objectif vraiment c'est de faire des séjours sur mesure à la demande de nos clients, où on peut mêler culture et découverte de la gastronomie et surtout des vins de Porto. L'objectif, c'est comme vous pouvez voir, là, c'est une dégustation chez un producteur en comité restreint, où il y a un réel échange entre les clients et le producteur. Et on va au plus proche finalement de la production. L'idée, c'est vraiment se rendre compte que le Porto, c'est un vin où l'empreinte humaine est très importante. Et donc, on essaie vraiment de créer ce lien entre le client et les différents producteurs. Nous sommes équipés de véhicules 9 places. Nous les transportons donc en ce moment avec les conditions de sécurité, donc avec 20% de moins donc, dans les véhicules. Nous avons aussi la possibilité de faire des tours en 4x4, comme vous pouvez voir, au milieu des vignes. On propose des déjeuners chez les producteurs directement. Voilà, l'idée c'est de vivre l'expérience du Douro et de voir le Douro de l'intérieur et en essayant de comprendre finalement les caractéristiques et le territoire et qu'est-ce qui fait du Douro la première région délimitée et contrôlée viticole au monde depuis 1756. Et ce qui fait du Porto un grand vin et pas seulement un vin d'apéritif comme généralement nous avons à l'esprit. Donc, à partir du départ de notre boutique à Porto, nous proposons des séjours d'une journée, de 2 journées ou de 3 journées qui sont des programmes préétablis, mais nous faisons essentiellement des programmes sur mesure où on s'adapte vraiment à la demande du client pour faire 1, 2, 3 dégustations à la journée pour pouvoir mêler des promenades en bateau, des promenades en 4x4, des promenades avec le train historique. Donc voilà, on vient vraiment répondre à la demande de nos clients pour leur faire découvrir le Douro d'une manière différente, plus authentique et plus proche du terroir. Effectivement, je faisais défiler les photos que tu nous as envoyées, notamment ce petit groupe. C'est un groupe que tu as eu la semaine dernière, je crois, c'est cela? Exactement, c'est un groupe, je les ai déposés lundi à l'aéroport. Ils ont passé une semaine donc avec nous dans la vallée du Douro, où on a vraiment, là, c'était un groupe qui était vraiment axé vin.
Donc, nous avons fait quasi 2-3 dégustations par jour, avec tous les soirs un dîner chez un producteur de vin. L'idée, c'était vraiment d'être en contact, de qu'ils puissent vraiment s'imprégner de cette région et de la comprendre, puisque c'est des amateurs de vin qui aiment approfondir et finalement se rendre compte pourquoi les vins sont un peu plus corsés au Portugal, pourquoi ils sont un peu plus charpentés. Mais quand ils ont découvert finalement les amplitudes thermiques, quand ils ont compris le schiste, qui est vraiment la roche-mère du Douro et qui va finalement faire de ce vin un vin unique. Et encore aujourd'hui, dans le Douro, je peux vous montrer la belle température. Donc, et c'est ce beau soleil. Donc, nous sommes sur les bords du Douro, dans un restaurant qui longe le Douro. Là, on t'a perdu. Avec, On voit maintenant. 25 degrés aujourd'hui, et puis un soleil vraiment très, très. Ah, voilà. On le voit sur les photos. Vous avez vu le paysage ou pas du tout? On voit très bien. On voit très bien, oui. On voit sur les photos que tu nous as envoyées et qui ont été prises la semaine dernière qu'effectivement, voilà, les clients et les touristes ont eu de la chance. Ils ont eu un temps magnifique, dans un paysage magnifique et en bonne compagnie. Donc, ils ont eu la possibilité de pouvoir cueillir. Exactement, de pouvoir cueillir le raisin, de pouvoir le fouler au pied, de participer finalement à l'activité du vigneron. Donc, nous recevons dans notre domaine, puisque nous avons un domaine de 10 hectares de vignes et d'oliviers, donc dans le Douro supérieur, que vous pouvez retrouver sur Google Maps sous le nom Héritage, Porto et Douro. Et donc, ils ont la possibilité de participer à toutes les activités du domaine pour se rendre compte du territoire. Très bien. Ben, écoute, Julien, merci beaucoup. On aura peut-être des questions à la fin, donc si tu es encore là, écoute, on voit si tu pourras y répondre. Sinon, bon, on essaiera de répondre à ta place. De toute façon, on laissera aux personnes qui le souhaitent tes coordonnées. Nous allons maintenant passer dans une autre partie intéressante. Parfaitement, aussi, merci beaucoup. Ok, tu restes connecté. Et nous allons maintenant nous balader. Alors, je suis en train de revenir en arrière. Là, hop. Nous allons maintenant nous connecter à Touriab, qui est l'association du tourisme en espace rural, tourisme chez l'habitant. Je vais ici repasser la présentation pour que vous voyez. Voilà. Nous allons entrer en contact avec Francis Comte de Kelej, qui est le président de l'association Touriab et qui lui-même d'ailleurs propriétaire d'un domaine, et il va nous en parler et nous parler aussi donc de ce réseau d'hébergement de grand charme, hein, puisque ce sont de très belles demeures qui se trouvent un peu partout au Portugal, beaucoup dans le nord. On voit ici un exemple qui est d'ailleurs son domaine à lui. Et donc voilà, c'est aussi un produit intéressant à proposer aux clients. Et en plus, je vous rassure, ce sont des tarifs plus que raisonnables, puisque c'est vrai qu'on a des tarifs vraiment intéressants face, on va dire, à la qualité donc, de ces hébergements, et vraiment au côté dépaysant et immersion en pleine histoire du Portugal. Donc, je vais passer la parole à Francisco de Kelej, comte de Kelej, s'il nous entend. Oui. Vous nous entendez? C'est à vous. Je fais défiler en même temps les photos. Alors, est-ce qu'on a perdu notre ami Francisco de Kelej? Il a coupé le son, Jean-Pierre. Bon, ben alors on va continuer. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon. Ah. Sinon, on peut le mettre. C'est bien à ce moment? C'est parfait, on vous entend. Très bien, très bien. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je suis dans le cœur de Minho. Je suis à Ponte de Lima, dans le siège de l'association des manoirs et des maisons
qui sont chambres d'hôtes. Et nous avons une centaine, 120 maisons au Portugal, du nord au sud. Mais la grande concentration, c'est ici, au nord, et surtout ici à Minho. Et entre Minho et Douro, que vous avez vu juste dernière, c'est la plus grande concentration. Mais ici, à Ponte-Lima, nous avons de très belles demeures du XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, qui sont ouvertes au tourisme. Ils ont des hébergements très bien, très jolis, très bien habillés, et aussi dans un entourage des jardins. Les jardins sont précieux. Même ici à Ponte-Lima, nous avons un festival des jardins, un festival international des jardins qui était inspiré à Chaumont. Alors c'est le même esprit de Chaumont. Chaque année, nous avons de nouveaux jardins sur un thème, et les manoirs, les maisons qui ont ces jardins classiques, ils ne font pas d'un circuit qui toujours c'est très intéressant, qui toutes les personnes les viageurs, les touristes qui viennent ici, ils ne perdent pas. C'est aussi une région du vin vigno verde. Nous sommes tout est vert ici. C'est le paysage des châtaigniers, des vignobles d'oliviers, alors du maïs. Alors c'est un paysage très riche, et du vin, c'est vigno vert. Donc c'est très connu, et c'est en ce moment, très, tout le monde veut avoir de vigno vert. Nous avons surtout deux types là de raisins, c'est de Loureiro et Alvarinho. En ce moment, sont les grandes castes, et notre maison, nos maisons, elles ont pratiquement toutes les maisons, elles ont sa production du vin. Alors c'est aussi intéressant de visiter cette demeure, rester dans les demeures qui ont tous les équipements que vous pouvez penser, de la piscine, qu'il y a quelqu'un qui ont un peu plus, un spa, un petit spa, mais c'est surtout l'atmosphère qui est la présence du propriétaire, et qui c'est en même temps un guide pour la région, et qui peuvent donner toutes les informations pour visiter les endroits qui sont très importants. Nous sommes très proches du parc national de Penedès. Alors c'est une destination très intéressante pour se promener. Et n'oubliez pas le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes dans le cœur du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pratiquement tous les ans qui veulent faire le Camino portugais, le chemin portugais, il va passer pour Ponte de Lima, et bien sûr, il peut rester dans cette manoir. La gastronomie, n'était pas toujours oubliée, c'est très riche ici, et les maisons sont aussi préparées pour offrir les dîners ou quelques pique-niques qu'il veut voir dans la montagne, parce que les gens ils veulent se promener. Alors, je pense que c'est une expérience tout à fait intéressante d'un lieu, connaître l'histoire de la maison, connaître l'histoire de la région, et connaître bien sûr les spécialités de chaque maison. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que vous évoquiez tout à l'heure, là, le fait qu'on puisse vraiment découvrir, pour certains qui ont leur propre production viticole, découvrir la gastronomie locale, être accueillis vraiment très souvent par les familles, les propriétaires de ces demeures. D'ailleurs, vous-même, vous accueillez personnellement les clients, et quand vous pouvez, ou quand les clients le souhaitent, sont disponibles, vous êtes avec eux au petit déjeuner. Il y a un côté vraiment, un rapprochement et un service vraiment aux petits soins avec vos clients. Et ce que on aime bien dans cette formule, c'est justement en ce moment, on parle beaucoup de
avec le Covid, voilà, des clients qui recherchent maintenant les endroits plus calmes, avec moins de pression touristique, s'éloignant un petit peu des grands resorts, des plages bondées, etc. Et évidemment, là, à l'intérieur du Portugal, et notamment dans cette région, puisque c'est aujourd'hui le thème du jour, eh bien, dans ces demeures, on peut passer de très bons moments, prendre son temps, ce qu'on appelle maintenant le slow travel, le slow tourisme, vraiment prendre son temps, découvrir la gastronomie locale, se balader à vélo, se balader à pied autour de ces demeures, et puis faire un petit circuit un peu partout au Portugal en réservant dans ces demeures. Puisque vous avez une centrale de réservation, c'est bien cela? Nous avons une centrale de réservation qui est localisée à Ponte de Lima, mais c'est une centrale pour toutes les maisons autour du pays, même Madère et Azores, parce que nous avons des maisons dans cette île. Et tout c'est très bien organisé. En ce moment même, nous avons fait un upgrade dans notre système de réservation. Alors, je pense que c'est une forme facile, un accès facile, et en même temps, nous avons, disons, un contrôle, disons des règles, parce que toutes les maisons, ils font le même type de service, pas exactement le même, parce que chaque maison, c'est un propriétaire, chaque propriétaire, c'est une tête. Alors, c'est différent, toutes sont différentes, mais il y a des règles communes qui toutes suivent. Alors, c'est pour ça que la qualité, le niveau, et surtout dans ces moments-là, que nous devons suivre toutes les règles de protection pour le Covid, alors elles sont là. Ça, c'est très important, très important. Et aussi, c'est important, je vous avais expliqué aussi que vous avez prévu également il y a des systèmes spécifiques dédiés aux agents de voyage. C'est-à-dire que la centrale, vous pouvez avec les agents de voyage négocier, donc de telle sorte à ce que les agents de voyage aient leurs tarifs dédiés pour qu'ils puissent le proposer derrière aux clients. Absolument, absolument. C'est l'avantage, c'est très important parce que vous pouvez faire la contratation et la négociation seulement avec un point. Alors, nous avons toutes les références de toutes les maisons, et nous avons les prix, nous avons les conditions, nous avons tout ça. Alors, et cette centrale, c'est une centrale des maisons. Alors, il n'est pas moins cher ou plus cher, c'est la même chose. Contacter avec la centrale et contacter avec les maisons. Alors, c'est pour ça que c'est pour nous très, très, très important parce que la centrale a créé pas seulement d'hébergement, elle a créé un produit. Nous sommes un produit. Nous ne sommes pas seulement un hébergement. Alors, c'est pour ça que c'est très important cette réunion des maisons et faire tout ensemble. Ça, c'est une avantage de notre système. Nous avions beaucoup aussi de relations avec des autres associations internationales, même avec la France. Et en ce moment, je pense qu'il n'y a pas la vie de château au château Accueil que nous avions au début, mais en France, le système c'est un peu différent, c'est par région. Nous avons la couverture de tout le pays. Mais bien sûr, comme si vous voulez me contacter à travers de Jean-Pierre, il connaît très bien tout notre fonctionnement et toute la forme comme nous faisons les choses. Alors, vous êtes bienvenus. Oui, c'est vrai que l'avantage, c'est que ce soit bien structuré et comme vous l'évoquiez, pour l'agent de voyage, ça facilite aussi le système de réservation et au niveau tarifaire aussi, c'est très clair puisque, comme vous l'évoquiez, il n'y a pas un tarif différent si on passe par la centrale ou si on passe directement par l'hôtelier, enfin l'hébergement. Vous êtes organisé de telle sorte à ce que tout soit transparent et égal, c'est-à-dire pas de différence de tarifs et des tarifs dédiés aux agents de voyage avec des systèmes de réservation dédiés aux professionnels du tourisme. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce petit tour. Nous espérons vous donner envie. Oui, vous voulez nous dire quelque chose? Je ne fais pas aucun de tour ici à la maison, mais vous avez vu ma maison. Mais si vous voulez, je peux avoir quelques images. Je peux remettre les images.
C'est pas mal. Ça, c'est ma maison à l'extérieur. À l'intérieur, voilà. C'est un peu différent. C'est un grand salon avec cheminée et tout ça. Et aussi, ça, c'est une autre partie de la maison avec la salle à manger qui était là. Quelle est la capacité d'hébergement en chambre ou en lit? En lit, j'espère, je peux vous montrer un petit lit. C'est le plus proche que j'ai ici, mais c'est tout à fait intéressant avec un peu médiéval, disons. Jean-Pierre, ça serait intéressant de mettre la webcam en grand. Ah. C'est comme ça. Voilà, on voit une chambre. Et au total, vous pouvez accueillir combien de personnes? Bel lit du XVIIe siècle et d'ébony. Alors, ça, je suis dans une partie de la maison, mais il y a aussi un autre salon qui c'est un salon de séjour. Nous sommes là. Ici, c'est le pâtre de Santiago de Compostela. Nous sommes, comme vous avez dit, dans le chemin de Saint-Jacques de Compostela. J'espère. Ça coupe un petit peu. Ça coupe un petit peu quand vous vous baladez. Mais on a une idée de ce que cela donnait effectivement à l'intérieur. On a une idée. Colline. On n'a pas de signal parce qu'ici, je suis avec mon iPad et c'est un peu faible après. Alors, nous sommes là de voir. Et bien, vous pouvez m'écouter ou pas? Non. Oui, là, on vous a perdu. Mais alors, on va maintenant, parce qu'on arrive bientôt à la fin, et nous voulions faire un petit tour quand même des questions. Est-ce que Colline, est-ce que tu es avec nous, Colline? Oui, je suis là et j'ai fait un petit tour des questions. Alors, on peut peut-être des questions soit pour au sujet de Touriab, soit des autres activités. Nous sommes disponibles pour y répondre. Oui, on avait il y a eu pas mal de questions dans la boîte à questions sur Touriab et les logements, notamment. Mais avant de répondre, il y avait une question sur Porto. C'est Julie qui demande: est-ce qu'on peut rejoindre Afarouda avec le fameux tramway? C'était en tout début de présentation. Est-ce qu'on peut rejoindre en tramway? J'ai pas bien compris. Est-ce qu'on peut rejoindre Afarouda avec le fameux tramway? Alors non, le tramway, il ne va pas en direction, c'est la rive opposée. C'est la rive opposée côté Porto qui va donc vers la mer, alors que Afourada est du côté de Gaia. C'est la colline d'en face, côté Vila Nova de Gaia. Donc on ne peut pas y aller au tramway malheureusement, mais on peut y aller à vélo ou à pied ou en voiture. Eh ben, c'est parfait. J'avais une question après, c'est essentiellement sur Touriab et la maison de Monsieur le Comte. Est-ce que le domaine est ouvert toute l'année? Oui, on va voir. Il y a un, deux, trois, quatre qui ne sont pas ouverts, mais par la mienne, c'est toujours ouverte toute l'année. Et la plupart des maisons sont ouvertes toute l'année. Nous avons aussi, ça sont les grands manoirs, ce sont des manoirs, nous pouvons recevoir des couples ou des petits groupes aussi. Ça, c'est très intéressant, avoir des petits groupes. Et nous avons cette offre, mais il y a aussi des maisons qui peuvent être allouées seules, pour une famille. Aujourd'hui, c'est très important. Les familles ils veulent voyager tout ensemble, faire 15 jours, 8 jours de vacances. Et le père, les grands-pères, alors toute la famille. Et ça, c'est aussi intéressant d'utiliser cette formule dans cette maison-là qui ont la dimension parfaite pour recevoir une grande famille.
Exactement, c'est tout à fait juste parce qu'on s'est rendu compte après la fin, enfin, depuis le début du déconfinement, si je puis dire, cet été, les Français sont beaucoup partis en France. Un peu partout, je crois, en Europe, les populations sont beaucoup restées dans leur pays. Et on a retrouvé ce phénomène du regroupement de tribus familiales, si je puis dire, la tribu entre amis ou entre familles. Et les locations comme cela, comme les Sauvages Portugal, Touliab, ont cet avantage de pouvoir héberger une famille ensemble et se retrouver voilà, après ces moments compliqués de confinement, de séparation, etc. Donc, c'est vrai que c'est une formule vraiment intéressante à proposer aux clients. Et puis, je voulais aussi rappeler une chose, c'est que aujourd'hui, on sait qu'il y a des vouchers, beaucoup de vouchers qui ne sont pas utilisés par les clients, beaucoup de vouchers qui, selon ce que l'on peut imaginer à la fin du délai, à la fin de l'année de 2020, certains clients les auront réutilisés, d'autres clients préféreront peut-être se faire rembourser. Évidemment, l'intérêt ici pour les agents de voyage, c'est d'essayer de vendre au maximum et de convaincre les clients de réutiliser leurs vouchers. Évidemment, aujourd'hui, les frontières ne sont pas toutes ouvertes. Il est compliqué de proposer des destinations lointaines, hors de l'Union européenne. Donc, c'est vrai que les destinations européennes dont on fait partie, évidemment, sont une solution à proposer aux clients pour essayer de les convaincre d'utiliser leurs vouchers. Et il y a donc des choses très intéressantes que l'on peut faire et dépaysantes à juste quelques heures de Paris, hein, puisqu'on évoquait tout à l'heure le nombre de vols qu'il y a vers le Portugal. Aujourd'hui, on a récupéré quand même une partie non négligeable, puisque je vous l'avoue que pendant le moment difficile cet été, du moment de reprise, il n'était pas évident que l'on allait réussir à retrouver une capacité raisonnable, on va dire, sur la destination. Et aujourd'hui, avec sur Porto près de 100 vols par semaine, depuis 7 ou 8 aéroports, ça permet déjà quand même de proposer aux clients des solutions de transport au départ de leur région. Donc, voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas que Porto et l'aéroport est la porte d'entrée, mais une fois qu'on est à Porto, on a cette belle région à découvrir et à proposer aux clients. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, Colline? Oui, il y a d'autres questions. C'est surtout sur la capacité des maisons, justement, ces maisons de charme. Qu'est-ce que vous avez en général comme capacité? Est-ce qu'il y a des maisons avec une dizaine de chambres, par exemple, disponibles? Il y a des dizaines, c'est normal. Mais par exemple, cette maison-là, nous sommes là, nous avons 24 chambres. Alors, 24 chambres sont déjà. Mais la dimension, la grandeur d'espace que nous avons des jardins, et il n'y a pas de problème d'avoir une trentaine de personnes parce que pratiquement, c'est difficile de rencontrer parce que chacun il va ou à la piscine, ou les jardins, ou la ferme, ou les caves. Alors, ils partent aussi pour voir les villages autour. Alors, c'est pour ça que c'est bien. C'est une dimension bonne, surtout pour petits groupes qui viennent. Si nous n'avons pas cette capacité, c'est difficile de créer cet hébergement. Et on nous demande aussi une idée du tarif à la nuitée pour votre maison. Un tarif, nous avons des chambres à 120, en ce moment, là, 125 € par chambre, 2 personnes, avec le petit déjeuner compris, ou 135 chambres, 135 €, ça dépend, il y a une suite plus grande, 135 € par chambre. Et par nuit, bien sûr. Je regarde encore les questions qui sont tombées entre-temps. Est-ce que le personnel du domaine est francophone? Alors vous avez un super français. Est-ce que vous savez si le personnel de ce réseau, justement, dans ces maisons, est aussi francophone? Il y a quelqu'un qui parle anglais, qui parle français, et ce n'était pas difficile
dans notre maison. En ce moment, avant, c'était le français, c'était plus, c'était plus usuel de rencontrer. Je disais l'anglais, mais normalement, dans cette destination du nord du pays, il y a beaucoup de gens qui parlent français pour toutes les relations qu'ils ont au dehors et surtout avec l'immigration qu'il y a en France. Alors, c'est aussi, même le personnel, il y a beaucoup qui parlent français. On nous demande également si les maisons sont adaptées aux personnes à mobilité réduite. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Si? On nous demande si elles sont adaptées aux personnes à mobilité réduite, les personnes en fauteuil roulant par exemple. Ah oui, bien sûr, avec toutes les protections qui sont obligées par nous sommes avec des stamps clean and safe. Alors, nous sommes obligés à utiliser tous les masques et toutes les choses, et même pour faire le service à tout le moment-là qui c'est besoin. Alors, nous sommes dans une destination qui c'est tout à fait intéressant parce que nous sommes pratiquement tout le temps à air libre. Ils sont des mouvements et il y a aussi des salons très grands et tout ça. Alors, il n'y a pas, disons, il y a la conscience, mais il n'y a pas la fièvre du Covid. Vous savez, même avec toutes les protections que nous avons, tout le monde a une réaction normale de tout ça. Je dois ajouter, d'ailleurs, revenant sur la question du tourisme accessible et des personnalités à mobilité réduite, il y a d'ailleurs sur nos plateformes, nous avons lancé notamment Tour for All, qui est une plateforme dédiée à l'offre adaptée aux personnalités à mobilité réduite. Et c'est important d'identifier à chaque fois pour les hébergements, pour les activités, les plages, les lieux habités, les circuits. C'est référencé et les professionnels du tourisme peuvent avoir l'information en amont et savoir si effectivement c'est adapté aux personnes qui ont des soucis de déplacement. Et pour les personnels avec réduite, non, il y a toujours une solution. Toutes les maisons rencontrent une solution pour l'accessibilité de cette client, de cette touriste qui ont des difficultés pour rentrer dans les maisons. Ici, par exemple, nous avons une chambre qui est tout à fait disponibilisée par une situation comme cette-là. Et même l'accessibilité, il n'était pas possible dans l'escalier principal, mais il y a un petit faire autour de la maison et rentrer pour le niveau nécessaire pour accessibilité. Au rez-de-chaussée, exactement. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Colline? Ça va faire 1 heure maintenant que nous avons commencé. J'en ai plus qu'une, c'est Virginie Philippe qui demandait, qui posait une question sur le train à vapeur au départ de quelle ville et jusqu'où va-t-il? Je crois que vous avez. Le train à vapeur, alors c'est vers Tours, hein, c'est un petit circuit. Alors, en revanche, il ne fonctionne pas toute l'année, il fonctionne en saison. Donc, il faudrait que je me renseigne exactement sur les périodes de fonctionnement. C'est probablement en haute saison uniquement. Et c'est vers la région de Tours. Pour dire exactement d'où il part, je ne saurais pas vous dire. Il faudrait que je me renseigne. On pourra mettre l'information sur notre plateforme. Exactement. C'est tout pour moi. J'ai fait tout le tour des questions, donc je pense qu'on est bon.
Merci. Merci à toutes et à tous. Donc, vous avez été relativement nombreux encore aujourd'hui pour cet épisode 2 à nous rejoindre. Et nous avons maintenant jeudi prochain la prochaine étape, le prochain épisode. Et on se dirige vers quelle région là? Je ne sais même plus quelle région nous faisons la semaine prochaine. Enfin, jeudi prochain. Là, jeudi, c'est l'Alentejo. C'est l'Alentejo. Encore une très belle région, l'Alentejo. Donc, un beau programme. Et nous continuerons comme cela donc jusqu'à la fin donc, de ces 7 épisodes pour faire le tour complet donc, des régions touristiques du Portugal, qui sont, je le rappelle, 5 au niveau continental et les 2 archipels, Madère et les Açores. D'ailleurs, nous allons commencer par les Açores et Madère suivra. Et je vous remercie infiniment. Nous restons disponibles. Alors, l'équipe que vous voyez maintenant en vignette, l'équipe du tourisme du Portugal à Paris, Antonio, Anne-Sophie, Rouille, Colline aussi, Yanis qu'on ne voit pas ici, Valérie, Hélène, de Express Conseil. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à poser des questions qui vous viendraient en dehors de ce webinaire. Nous y répondrons avec grand plaisir, par mail, par téléphone. Nous sommes là pour vous. N'hésitez pas, c'est le moment. Les vacances scolaires de la Toussaint approchent. Donc, on peut vendre le Portugal pour la Toussaint. Nous n'avons pas parlé de Covid et de restrictions. Sachez que pour le Portugal continental, il n'y a pas de restrictions spécifiques aujourd'hui. Il n'y a, à ce jour, on ne demande pas de test Covid obligatoire à l'arrivée donc à l'aéroport ni aux frontières. Seuls les archipels de Madère et des Açores demandent un test Covid qui peut être fait sur place également d'ailleurs. Pour le Portugal continental, donc vous arriviez à Porto, à Lisbonne, à Faro, que vous veniez par les routes terrestres, il n'y a aucune restriction particulière. Évidemment, tout est fait sur place pour s'assurer que les mesures et que la sécurité sanitaire est garantie. Il y a toutes les conditions au niveau donc, des restaurants, au niveau de l'hébergement. Je peux vous témoigner par exemple que la semaine dernière, j'étais donc à Lisbonne et qu'à l'hôtel, on vous prend la température, on vous désinfecte votre valise avant de monter dans vos chambres. Les chambres sont désinfectées évidemment avec un protocole spécifique Covid. Et puis, les chambres, entre chaque client, il reste une nuit vide. C'est-à-dire que le client suivant n'occupera pas votre chambre le soir même, mais une nuit après, pour laisser le temps donc, de bien désinfecter et suivre tous les protocoles. Donc, on peut proposer aujourd'hui la destination en toute sécurité, aucune restriction de transport à l'arrivée donc au Portugal. Donc pour les vacances de la Toussaint, pourquoi pas. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et félicitations. Merci, M. Kelej, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et félicitations pour toute cette organisation parce que c'était très dynamique et très, très bien. Vous êtes bienvenus à Ponte de Lima, vous êtes venus à Cales-les-Roches quand vous voulez. Merci. Merci à tous et à toutes et à très bientôt pour le 3e épisode, jeudi prochain. Nous comptons sur vous. N'hésitez pas à le divulguer, à divulguer les liens que vous avez reçus à vos collègues de travail, aux personnes que vous connaissez, à des agents de voyage, tour opérateurs, groupistes, autocaristes, tout le monde est bienvenu. Et surtout, voilà, pensez au Portugal. C'est une destination qui a beaucoup à offrir. On vous présentera les autres régions dans les prochains épisodes. Et ces épisodes qui vont donc se dérouler avant les vacances de la Toussaint. Et voilà, n'hésitez pas à proposer la destination. Nous sommes une destination qui fonctionne bien toute l'année. Évidemment, il y a des destinations qui sont plus adaptées à l'été, aux périodes estivales, notamment par rapport au segment soleil, plage, famille. Mais on l'a vu aujourd'hui pour visiter le nord du Portugal, ça peut se faire toute l'année en toute tranquillité. Il fait jamais très très froid au Portugal. Vous avez en plus les archipels de Madère et des Açores qui ont un climat doux toute l'année, tempéré toute l'année. L'Alentejo que l'on va visiter jeudi, c'est pareil, on en reparlera, mais on vous le rappellera que le climat est vraiment tempéré toute l'année. Il fait rarement très très froid en Alentejo. Donc voilà, c'est une destination qui peut se proposer toute l'année. Et merci, à bientôt et à très vite pour le prochain épisode.
Merci. Merci Anne-Sophie, merci Rouy, Colline Merci. et Anthony. Merci. Au revoir, Au à revoir. bientôt.